On se retrouve pour notre troisième table ronde sur le salon des JDL et nous allons parler de digitalisation tout de suite. Alors, elle touche tous les domaines. En effet, les logiciels sont là pour améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi permettre d'atteindre la transition, enfin, de réduire nos consommations énergétiques dans la neutralité carbone. Alors, pour en parler, nous avons 4 invités autour de la table ronde. Avec 2 concepteurs de logiciels, Annick Renou de la société Webflix. Bonjour Annick. Bonjour. Nous avons à ma droite Morane Trabelsi de la société MCS. Bonjour. Bonjour Marion. Et puis nous avons Sylvain Poutot de la société Kiloutou. Bonjour Marion. Et le constructeur de grue Manitowok, Xavier Claise. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Annick. Vous êtes éditeur de logiciels. On parle de digitalisation. Aujourd'hui, en quoi la digitalisation et votre solution notamment répond aux besoins des acteurs du BTP? Parce qu'on est sur un salon aussi de la profession. Alors en fait, je vais revenir un petit peu au basique. On est effectivement fournisseur de solutions de gestion de flotte connectée. Donc quand je dis flotte, c'est effectivement tout ce qui est tout type de véhicule, mais également engins. Donc on accompagne en fait nos clients au travers d'une plateforme SaaS en connectant les véhicules avec des boîtiers pour récupérer leur position et ainsi améliorer la distribution en fait des camions par exemple sur des chantiers. Donc on va permettre d'optimiser les tournées, c'est-à-dire envoyer le camion qui va être le plus proche de tel et tel chantier, donc organiser ce qu'on appelle l'optimisation de tournée. Donc on digitalise le processus, mais également on accompagne nos clients sur leur démarche environnementale, c'est-à-dire réduire les émissions de CO2, puisqu'au travers de nos outils, on va collecter toutes les informations de consommation carburant. On va pouvoir ainsi améliorer le comportement de conduite des chauffeurs, éviter les arrêts moteurs tournants, éviter les freinages brusques, les virages brusques, et ainsi fournir un certain nombre de tableaux de bord et d'informations aux gestionnaires de flotte pour travailler après avec les conducteurs pour améliorer effectivement leur comportement de conduite. C'est essentiellement sur ces axes-là, mais aussi sur l'électrification, sur l'accompagnement à l'électrification, qu'on va accompagner les entreprises dans cette décarbonation. Oui, donc en fait, les petits boîtiers dans les véhicules, c'est pas des mouchards, hein, ça reste aujourd'hui vraiment tourné vers l'efficacité opérationnelle et la transition énergétique. Aujourd'hui, dans la partie transition énergétique, vous récupérez des données des flottes de véhicules. Est-ce que les données d'un parc thermique, avec ces données-là, vous pouvez proposer des préconisations à votre client ou à vos clients sur la partie après passage à l'électrique notamment, ou voilà, analyser les données du thermique pour après voir comment on peut être plus optimum. Effectivement, on a pris ce pas-là et on accompagne nos clients en faisant un rapport d'électrification. Donc, on va analyser l'ensemble des datas des véhicules. Donc, quand je dis data, c'est les parcours en fait faits par les véhicules, où est-ce qu'ils passent, mais aussi le réseau d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de passer à l'électrique, puisque finalement, il faut aussi qu'on ait un réseau qui soit en face capable d'alimenter ces véhicules. Donc, de fait, on analyse les temps parcourus. Est-ce qu'effectivement, on peut électrifier ou passer sur un véhicule électrique? Et est-ce qu'il y a le réseau d'infrastructures nécessaire? Donc, on appelle ça un potentiel d'électrification. Et on rend en fait des conclusions à notre client pour lui dire voilà, sur X% de votre flotte, X véhicules en fait sont parcourent moins de 80 km par jour. En plus, ils sont sur des zones où il y a suffisamment de réseaux de recharge. Et de fait, vous pouvez effectivement basculer ces véhicules-là en énergie électrique. Donc, on vient dimensionner le parc potentiel en électrique. Oui. Avec ces données. Et puis, vous avez l'information sur le maillage, en tout cas en termes de ravitaillement et de rechargement. Effectivement, notre plateforme en fait contient évidemment de la cartographie, puisqu'on localise, hein, donc c'est la base. Et de fait, on identifie où sont les réseaux de recharge. Si le client a fait l'investissement également de bornes, où on peut lui préconiser d'en faire aussi, c'est effectivement, ça va être présent et on va intégrer en fait dans la démarche de travail en fait du client les moments où il doit se recharger. Donc, en fonction des parcours, en fonction aussi d'un parcours de livraison de matériel sur des chantiers, on va dire voilà, tel véhicule il passe à tel endroit, tel endroit, tel endroit, il va pouvoir se recharger par rapport à son autonomie à tel moment. Donc ça aussi, ça nécessite un aménagement aussi des processus de travail, puisqu'il faut intégrer les temps de recharge en fait dans la journée de travail.
Donc, c'est comme ça qu'on accompagne effectivement nos clients. Donc, on est sur une solution quelque part un peu plus assez sur mesure finalement dans oui. cette analyse. À chaque fois, chaque cas est différent en fait. Et est-ce qu'on a la possibilité avec le logiciel de connaître les émissions de CO2, vraiment de rentrer dans ce détail-là ou Oui, en fait, on se mettre des objectifs finalement. Effectivement, on a une situation donc avec un véhicule par exemple 100% thermique, on va définir quel est le volume de carburant consommé, mais également les émissions de CO2 consommées. Donc ça, c'est lié à chacun des véhicules et après on a une moulinette de calcul en fait qui va dire combien cette flotte émet de CO2. Une fois qu'on réduit, on se dit bah voilà, on a identifié tel et tel véhicule qui peuvent passer en électrique. Donc du coup, on va accompagner cette transition et on va mesurer effectivement les progrès, mais également au travers du comportement de conduite, parce que vous pouvez garder certains véhicules en thermique, mais ceci dit, on se rend compte qu'il y a des conducteurs qui vont sur un chantier, vont laisser tourner le camion et que ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est vraiment des économies de carburant généralement substantielles de l'ordre de 20%. Et du coup, on va diminuer les émissions de CO2. Ouais, donc on vient vraiment dans l'analyse, alors on appelle ça, c'est pas le consommateur, mais de l'usager. Complètement, les usages. Les usages vraiment très importants. Et ces dernières années, alors peut-être tout client confondu, est-ce que vous voyez une amélioration des émissions de CO2 chez vos clients grâce à cette digitalisation et cette connaissance finalement de leur parc et avec des changements d'habitude qui sont mis en place? Alors en fait, on avait déjà largement démarré sur le comportement de conduite. Maintenant, on va plus loin en les accompagnant sur l'électrification. Mais effectivement, en fait, on a été aidé par plusieurs phénomènes. Effectivement, la réglementation, le prix du carburant, qui fait que globalement, les entreprises cherchent à diminuer ce coût, donc la consommation. Donc déjà, mécaniquement, on baisse le CO2. Ensuite, on les accompagne sur la transition à de l'électrique ou d'autres énergies alternatives comme le gaz pour qui le tout. Du biocarburant peut-être, de l'hydrogène. Exactement, sous réserve qu'on ait canalisé le véhicule. Donc canaliser pour nous, ça veut dire avoir été capable de lire la trame du véhicule, aussi exprimer les bonnes normes. On est sur du litre, sur du carburant, sur du kilowatt, sur l'électrique. Ouais. Donc effectivement, leur donner tous les indicateurs leur permettant aussi de suivre l'évolution de leur CO2. Qui sont vos utilisateurs vraiment moteurs, demandeurs de performance énergétique? Est-ce que c'est les grands groupes? Est-ce que même les PME commencent vraiment à s'atteler à la tâche? Effectivement, on a eu des moteurs qui sont les grands donneurs d'ordre classiquement, aussi beaucoup les administrations parce qu'elles y sont fortement incitées. Avec des grands volumes en fait de flotte de véhicules. Exactement. Et même les PME maintenant s'y mettent parce que l'arrivée des ZFE fait qu'elles n'ont pas trop le choix, donc elles doivent repenser leur schéma logistique d'approvisionnement et par définition effectivement se creuser la tête. Et nous on les aide justement à se la creuser un peu moins et de trouver quel est le meilleur système en fait pour livrer leurs clients. Donc on analyse, on dimensionne pour être plus performant. Tout à fait. Mais je vous dis, même les petites entreprises s'y mettent, puisque si elles opèrent dans des ZFE, elles y sont obligées. C'est possible du coup d'équiper un parc existant? Ah, complètement. En fait, on intervient souvent en après-vente, mais pour des flottes aussi qui le souhaitent, on peut se connecter directement à des matériels qui sont déjà embarqués auprès du constructeur. Donc on continue, là récemment on a connecté Renault, Oui. Donc on continue Eman aussi, donc on continue à se connecter et passer des partenariats avec les constructeurs pour permettre aux clients aussi de s'éviter en fait les frais d'installation, d'immobilisation. Un rééquipement après. Exactement. Oui. D'accord, donc ça fait à la source. Exactement. Merci Annick. Merci. Je me tourne vers vous. Vous êtes aussi éditeur de logiciels, Morane, pour le logiciel MCS. À quel besoin vous répondez avec le logiciel MCS? Avant toute chose, MCS est un éditeur de logiciels de location, donc à destination des loueurs, avec tout ce que ça comporte de contraintes et de règles. Ils ont besoin de sortir des devis qui se transforment en contrats, qui se transforment en factures. Donc tout ça, ce sont des process bien assimilés par nos clients. Aujourd'hui, on essaye, nous, de les pousser vers le zéro papier. C'est une digitalisation qui nous tient à cœur parce qu'on se rend compte que, en fait, une entreprise lambda, elle sort énormément de devis dans une journée. Nous ne parlons pas des factures en fin de mois qui sont éditées, qui des fois sont à rééditer. Donc, vous imaginez le gaspillage en termes de papier, d'énergie, d'imprimante. Et donc, tout ça, c'est pour nous notre cheval de bataille. Et un chiffre simple, est-ce que vous savez, pour une feuille A4 de cette dimension, combien de litres d'eau il faut?
Non, mais Il faut sûrement. 10 litres d'eau. Ouais, Vous vous rendez compte, 10 litres d'eau, ramenez ça à un pack d'eau que vous ramenez à la maison, c'est 10 litres d'eau par feuille. C'est 958 litres de pétrole pour une tonne de c'est papier. énorme. Donc c'est énorme. Donc cette exigence que nous, on essaye de transmettre à nos clients, ce changement de comportement, Annick a raison d'ailleurs, on en parle beaucoup nous aussi, on essaye tous les jours de trouver des alternatives pour leur permettre d'oublier que tout passe par le papier, et ça leur fait faire des économies d'échelle qui sont importantes, mais également de pouvoir gagner en productivité, gagner en efficacité. Et c'est vrai que quand on envoie une facture par mail et qui va être obligatoire au 1er juillet 2024, donc ça, je pense que tout le monde autour de la table est au courant, on essaye aussi de leur apprendre que la dématérialisation, c'est pas quelque chose, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui arrive sur le marché, beaucoup de gens s'y mettent. Et notre travail en tant qu'éditeur de logiciels de location, c'est aussi de changer les comportements de nos loueurs. On a aussi développé pas mal au cours de l'activité pendant la période de Covid qu'on a tous connue, qui était très difficile. Nous avons, nous, travaillé sur le fait de proposer une solution de signature électronique. Donc les gens n'avaient pas forcément d'imprimante chez eux, donc de pouvoir continuer à fonctionner pendant cette période qui était un peu bizarre pour tout le monde. Et donc, grâce à cette logique de signature électronique, c'est rentré dans les mœurs. Il y a aussi le télétravail aussi qui est rentré dans une ère un peu nouvelle, qui a changé aussi les comportements des gens. Vous avez dû équiper finalement vos clients de manière un peu plus importante. Exactement. Donc, il y a eu le boom des visio-réunions comme Teams, Zoom, que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout le monde pratique aujourd'hui ce nouveau mode de fonctionnement. De travailler de chez soi, c'est aussi nouveau pour beaucoup de Français. Et notamment, nous, grâce aux signatures électroniques, les gens ont pu continuer à travailler de chez eux, parce que le Covid, ça a duré 2 ans, je crois, même un peu plus. Donc, beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise ont décidé de réduire l'espace de leur bureau, ce qui fait gagner du temps en trajet pour leurs salariés, donc des économies également d'échelle en termes de notes de frais, en termes de déplacement, et donc plus de productivité. Donc, on a tous y à y gagner, en fait, de sauver notre planète avec nos arbres qu'on coupe tous les jours. Parce que je vous ai parlé de l'eau et du pétrole, mais il y a tous les arbres qu'on coupe. En plus, ouais. Donc, je suis pas un écolo averti et converti, mais j'essaye aussi à notre niveau de faire comprendre que on peut, avec un simple téléphone aujourd'hui, faire énormément de choses. Notamment, nous, dans notre métier, nos loueurs, ils livrent du matériel sur les chantiers. Nous, on a des loueurs nationaux comme locaux, des loueurs comme Régis Location, Solomat, Log Plus. On a même Kiloutou Module qui est aussi utilisateur de notre solution. Donc, je suis ravi de vous connaître. Voilà. Donc, nous, notre credo, c'est d'essayer d'optimiser et de faire des choses simples, qui rentrent aujourd'hui dans la manière de fonctionnement des gens. Quand un chauffeur arrive sur un chantier, plutôt que de sortir son bon de papier livraison sur 3 feuillets. Il a la possibilité avec son téléphone désormais de le faire signer sur l'application, de prendre des photos parce que c'est important pour un loueur de mettre un matériel en état et de le restituer dans le même état pour éventuellement éviter les casses, etc. Donc, ils ont tous à y gagner, les loueurs l'ont bien compris, et on a énormément de succès là-dessus. Donc nous, on digitalise de plus en plus et on essaye de convertir un maximum nos clients là-dessus. Il y a un point de vue aussi économique qui peut être intéressant par rapport au délai de paiement, parce que ça, alors c'est pas forcément dans le lien avec la transition énergétique, mais économiquement pour vos clients, cette digitalisation permet de réduire les délais de paiement, d'être beaucoup plus réactif finalement. Complètement. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en ont fait l'expérience. Quand vous envoyez une facture par la poste, la poste elle a bon dos souvent, et j'ai pas reçu votre facture, ça sera payé le mois suivant. Donc voilà. Donc ce débat-là qui dure depuis des années, nous MCS, le fait de digitaliser, de dématérialiser les factures, même avant l'obligation légale qui nous incombe, on a justement pas mal travaillé là-dessus et les entreprises s'en rendent compte puisque les délais de paiement effectivement sont raccourcis, ils encaissent plutôt les sous et donc ils peuvent réinvestir derrière avec une trésorerie qui s'accroît. Est-ce que la solution aussi permet de calculer des itinéraires pour la partie transport et logistique? Exactement, ça c'est le deuxième volet de l'application mobile, transport mobile MCS qu'on propose. C'est justement lorsque vous êtes chauffeur-livreur de matériel qui sont assez importants et ils doivent livrer dans plusieurs chantiers de la région. Et donc leur travail c'est de livrer à temps, d'essayer de prendre les meilleurs itinéraires. Et donc, nous, on les aide parce qu'on a un algorithme dans l'application qui leur permet de calculer quel est le chantier le plus proche et ensuite lequel ils doivent enchaîner.
Ça a un double atout, parce que derrière, ça leur permet de pouvoir gagner du temps sur le service qu'ils rendent, mais aussi d'économiser du carburant. Alors, Annick parlait tout à l'heure de 2 euros le carburant, c'est incroyable, ça coûte plus cher que du Coca. Moi qui suis amateur de Coca light. Je pense que là-dessus, on a un exemple très simple, parce qu'avec un client, on avait fait des calculs, des statistiques sur l'optimisation justement des tournées, ils appellent ça des tournées. Ils avaient fait un calcul simple, ils avaient une 50aine de camions, et à la fin de l'année, simplement en réorganisant les tournées, ils ont économisé, écoutez bien, 30 000 euros de carburant dans la poche du patron, qui a pu réinvestir sur autre chose. Ça a l'air de rien comme ça, mais mis bout à bout, dans chaque entreprise, ça en fait des litres de pétrole qui seront pas cramés par un camion. Voilà. Donc nous, on est vraiment dans l'optique on y croit, la décarbonation. On croit que les gens vont se discipliner avec le temps. On a des outils pour. Notre travail, c'est toujours d'améliorer les solutions, et on est dans cette optique-là. Ouais, donc une partie vraiment administrative avec la digitalisation qui permet de faire des économies de papier de manière assez importante. Tout ce qui est calcul d'itinéraire pour optimiser les déplacements et voilà la gestion de la flotte. Donc voilà, tous ces leviers-là permettent concrètement d'abaisser les coûts et en même temps d'être plus performant d'un point de vue énergétique. Exactement. Chez Manitowalk, Xavier Claise, vous êtes directeur innovation digitale. Aujourd'hui, alors peut-être rappeler déjà Manitowalk en quelques mots, et puis dans quelle manière la digitalisation elle rentre dans vos processus aujourd'hui. Oui, donc Manitowalk, nous sommes un constructeur d'équipements de machines de levage. Avec plusieurs gammes de produits. Vous avez des grues mobiles. Il y a de beaux spécimens dans la cour. Vous pouvez les voir. Donc ça, également des grues à tour. Donc moi, je suis plutôt côté grues à tour aujourd'hui. Donc c'est la marque Potin, qui est une marque avec un berceau français, pas très loin d'ici. Donc on commercialise nos produits dans un réseau, via un réseau de distribution, finalement des dealers, des loueurs également, qui vont louer les machines, et parfois des utilisateurs finaux, mais on va dire que ça passe plutôt par le réseau en général. Donc bien sûr, les machines sont utilisées pour la construction. Hein, donc, oui. Côté Potin, on a deux gammes de produits, des produits plutôt grues à tour, donc on trouve pour construire les gros bâtiments, finalement dans les grandes villes, et puis des grues GMA, un montage automatisé, qui sont des plus petites machines pour de la construction, plutôt de logements individuels. Donc au niveau de la digitalisation, je dirais que, en fait, on voit la discussion est partie là-dessus. Il y a de plus en plus de besoins finalement de données. Et nous, en fait, constructeurs, on est un peu, on est un peu producteur de données en fait au départ. Donc c'est ce qu'on essaye de faire finalement, c'est de rendre nos machines connectées, de proposer finalement l'écosystème digital qui soit suffisamment ouvert pour pouvoir créer des innovations sur cette base. Donc la donnée, elle a deux natures, c'est la donnée de fonctionnement de la machine, et puis c'est les données, on va dire d'utilisation aussi, l'interaction avec l'utilisateur qui peut être captée par la machine. Donc voilà, je dirais qu'au niveau des utilisateurs, de par notre position, finalement on a deux types de besoins. On a les besoins des personnes qui exploitent les machines, qui exploitent les parcs de machines au sens ils les louent, ils les entretiennent, et puis les gens qui travaillent sur la construction. Donc la machine est un peu au cœur aussi de la construction. Donc c'est pas vraiment les mêmes besoins Alors est-ce que vous réussissez à créer peut-être un logiciel ou une plateforme commune pour ces deux typologies de besoins, ou c'est compliqué? C'est un peu encore en marche. Aujourd'hui, on va dire, on a lancé notre plateforme Potin Connect ou Grove Connect l'an dernier. Alors c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années quand même d'évolution, parce que c'est pas nouveau non plus les machines connectées. Effectivement, dans cette plateforme, on propose un certain nombre d'applications métiers qui sont plutôt dépendantes de l'utilisateur. Donc typiquement un technicien qui fait de la maintenance, il a besoin de certains outils pour diagnostiquer les problèmes, pour dépanner les machines. Donc là, on propose une solution connectée, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses à distance avant de se déplacer. On a également la possibilité de suivre nos parcs matériels via l'outil. Et puis de gérer finalement les opérations sur les équipements. Donc comme je dis, en fait quelque part il y a une accélération vers le besoin de ces outils connectés. En fait nos clients ils cherchent des leviers de progrès, d'amélioration.
Alors d'abord économique, mais indirectement finalement économique souvent ça rime avec écologique parce que finalement faire moins, faire moins ou mieux, c'est Moins consommé. Hein. c'est moins consommé. Plus Donc d'offres. c'est un peu ce qu'on mesure déjà dans les expériences, c'est-à-dire typiquement le dépannage à distance. On a vu dans les dernières années sur de grands nombres d'échantillons finalement qu'on peut économiser jusqu'à 15% de nos déplacements juste en ne se déplaçant pas, en ayant fait le diagnostic à distance ou en ayant résolu même le problème à distance. Après l'enjeu aussi c'est pas que de résoudre à distance, c'est aussi de résoudre de réaliser les choses du premier coup. Donc c'est grâce à ça en fait on peut faire les choses du premier coup et éviter des allers-retours inutiles et des pertes de temps et d'efficacité pour tout le monde. Donc ça c'est essentiel. Après vous parliez aussi de dématérialisation. En fait via nos plateformes c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire que certaines documentations on va les rendre disponibles en ligne dans les outils. Ça évite d'avoir des papiers. C'est un peu historiquement réglementaire d'avoir des papiers dans les machines, certaines documentations, mais plus on avance, plus on limite ce périmètre, ce qui fait que ça nous fait gagner finalement pas mal à la fois de l'argent et aussi de l'impression bête. Et quelque part, quel type de données vous allez pouvoir récupérer sur cette plateforme Potin Connect ou dans quel sens vous le dites? Eh ben, Potin Connect. En fait, typiquement, par exemple, on mesure, on est capable d'estimer la consommation énergétique de nos machines. C'est des choses qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors, il se trouve que nos grues sont déjà électriques, donc on n'est pas dans le même monde que les engins. Peut-être plus sur l'usage et sur le besoin, l'analyse du besoin. L'usage, tout à fait. Donc, en fait, on est capable on va dire, de capter à la fois des informations plutôt liées au dysfonctionnement et puis des informations de fonctionnement pour améliorer sa manière d'utiliser l'engin. Voilà. Alors après, on pourrait avoir une multitude de données et à un moment donné, même Annick, quand on met en place un logiciel et on veut faire des analyses, on pourrait être débordé de données. Il y a un moment, il faut peut-être faire des priorisations. Comment ça se passe? Alors c'est un peu le paradoxe dans le monde du digital parce que finalement souvent il y a énormément d'informations et en plus les usages sont pas toujours super bien définis au départ. Donc en fait, nous on fonctionne un peu en mode expérimentation. Hein, donc on essaye des pistes, on crée des solutions, des outils, on les met dans les mains d'utilisateurs et en fonction de l'intérêt, de l'avantage mesuré, finalement ça devient une vraie solution qu'on met dans la plateforme. Après, le travers de ça, c'est d'avoir une multiplication des outils, des solutions, des solutions concurrentes qui font la même chose et c'est pas très lean non plus. Donc après, la vraie difficulté, expérimenter, c'est déjà dur, hein, mais la vraie difficulté après, c'est d'arriver à rationaliser l'écosystème. Et je pense que là aussi, on a un rôle à jouer. Plutôt qu'empiler les couches, finalement, essayer de créer des bons standards et de permettre, parce que notre objectif à la fin, c'est que notre produit s'insère bien dans son écosystème. Donc, et du coup, dans son écosystème, est-ce que le logiciel, la plateforme connectée, d'un point de vue empreinte carbone, est-ce qu'on peut analyser l'empreinte carbone d'un chantier dans sa globalité de A jusqu'à Z? Ah ça, ce serait le rêve. Le rêve. Hein, non, donc par rapport aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure d'économie carbone, c'est plutôt des exemples sur la partie exploitation, loueur ou maintenance. C'est vrai qu'aujourd'hui les gros chantiers nouveaux, c'est finalement grâce à la donnée d'identifier comment est construit le bâtiment, l'ensemble des séquences, des cycles logistiques, des tâches. Et ça, en fait, on commence à créer à créer des rapports, on va dire, sur ce genre sur l'usage. Ouais. Ça reste encore, on se cherche encore un peu. Ça foisonne d'idées. Ça a été mis en place à peu près il y a combien de temps la plateforme? Nous, on fait des expériences avec des constructeurs dans la dernière année, on a fait des expériences de ce type, hein, où on est capable de faire des rapports journaliers sur les chantiers, de voir exactement ce qui a été fait par rapport à la grue. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt, mais voilà, c'est encore au stade de R&D. Ouais, peut-être que la bascule pour changer la manière d'utiliser votre solution, c'est peut-être encore un peu les prémices, c'est un peu tôt. Oui, parce qu'en fait, disons que l'enjeu derrière, finalement, nous en fait, on va amener des outils pour pouvoir voir les gains, mais les constructeurs, il va falloir, c'est quelque part des réorganisations de la façon de travailler. Donc ces outils permettent de faire ça. C'est pour ça que je dis que c'était plus de la R&D plus que de l'opérationnel aujourd'hui. Ouais. Ça reste, on est en train un peu de se chercher, mais par contre, on voit déjà effectivement des gains importants.
qui pourrait amener à, par exemple, réduire le nombre de, je sais pas, de camions qui livrent le béton sur un chantier. Donc c'est un peu les pistes de recherche aujourd'hui. L'éco-conduite, on en a rapidement parlé tout à l'heure dans l'analyse que vous pouvez en faire avec vos clients. Est-ce que sur une grue, on peut aussi parler d'éco-conduite? On pourrait, c'est un peu le même principe que sur le. En fait, on monitore exactement les opérations faites par la grue, donc soit au niveau plus macro des tâches du chantier, soit même au niveau du conducteur. On voit exactement comment il déplace ses charges. Donc à la fin, on pourrait suggérer des trajectoires plus optimales. Ouais, Ça reste un peu de la R&D aussi. Ouais. Parce que je dirais que le gain plus important est plutôt sur la logistique que sur l'éco-conduite. Mais c'est tout à fait acceptable. Et d'ailleurs, il y a des solutions qui existent déjà aujourd'hui qui sont peut-être pas généralisées, mais ça existe. Ouais, on pourrait avoir le conducteur modèle qui est très performant dans l'usage et l'utilisation de la grue. Et après, ce modèle-là pourrait se répliquer sur d'autres, dans l'idéal en tout cas. Sylvain Poutot, vous travaillez vous êtes directeur régional pour le loueur, donc Kiloutou. Alors vous, en tant que loueur national, mais aussi international, dans quelle mesure la data, c'est un outil aujourd'hui pour vous pour accroître votre performance énergétique? Alors déjà quelques éléments de contexte. Donc Kiloutou est aujourd'hui le 3e loueur européen. On a dépassé le milliard de chiffre d'affaires l'année dernière et on s'est engagé effectivement à réduire nos émissions de CO2 directes de 40% d'ici à 2030. Plus généralement, chez Kiloutou, la digitalisation, elle est considérée comme un vecteur de différenciation et un levier de performance et de croissance. Alors sur nos parcs matériels aujourd'hui, en fait, on est en plein. On a développé notre gamme Impact. Aujourd'hui, on a plus de 3500 matériels alternatifs, donc de tout genre, électrique, bi-énergie. En 2023, ça représente à peu près 35% de nos investissements matériels. Donc, on développe l'ensemble de notre gamme, des matériels de terrassement, des pelles, des nacelles. On rentre même en ce moment les premiers camions bennes électriques. Donc, voilà, la globalité de notre gamme est adressée. On est dans une phase de transition aujourd'hui où on doit faire cohabiter effectivement notre gamme thermique et puis nos nouveaux matériels. Et là, en fait, on a deux actions auprès de nos clients. D'abord, effectivement, du conseil sur le choix des matériels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec nos clients, on met à disposition, notamment sur notre nouveau site kiloutou.fr, un comparateur des performances des matériels thermiques et des matériels alternatifs. Ça leur permet effectivement d'évaluer. Et puis, on travaille avec certains de nos clients et notamment nos plus importants clients. On a notamment étalonné le top 10 des matériels de location d'un de nos gros clients pour adresser en face les 10 matériels alternatifs qui pouvaient venir supplanter ces matériels-là. On travaille aussi au cas par cas sur des chantiers avec des caractéristiques particulières de façon à conseiller nos clients sur la nature du matériel qui est le plus adapté. Ça, c'est concernant le matériel, le choix du matériel. Et puis après, on travaille beaucoup aussi sur l'usage, pour rebondir sur ce que vous disiez. Et là, notamment, effectivement, comment on peut inscrire les matériels dans une vie plus durable, dans une meilleure gestion au quotidien. Et puis, comment on peut faire aussi des économies, qu'elles soient effectivement de carburant et de CO2 de manière plus globale. Là, on a notamment un client qui a travaillé autour des taux de ralenti. Les taux de ralenti, c'est à peu près 35% du temps de fonctionnement d'un matériel. À travers l'accompagnement de ses compagnons et de nouveaux modes de fonctionnement, il a réussi à réduire de pratiquement 6 points ces taux ralentis. Et là, on tombe sur des chiffres qui sont aussi impressionnants que ceux que vous donniez tout à l'heure. D'euros, finalement. Ouais, ça représente 220 000 litres de carburant à l'année. C'est 580 000 tonnes de CO2. Du moins, en tout cas, c'est excessivement conséquent. Et on voit effectivement que 6 points de ralenti peuvent avoir une incidence forte. Donc, il y a une vraie question à la fois de matériel et puis à la fois d'usage, en fait, de ces matériels. Et est-ce que tous vos matériels sont connectés ou est-ce que c'est les plus énergivores pour pouvoir arriver à faire baisser, on va dire, la facture énergétique? Est-ce que des petits boîtiers comme on a sur la société Webfleet qui peuvent équiper l'ensemble des véhicules, même anciens?
Alors aujourd'hui, pour vous donner un exemple, c'est à peu près sur une région comme la région Est, c'est 57% de nos matériels qui sont aujourd'hui équipés en télématique. Et au niveau de l'entreprise, on est à peu près dans cette même ordre d'idée. On a là un renouvellement aussi permanent de nos flottes et forcément tous les matériels qui arrivent aujourd'hui sont équipés et nous permettent de rentrer en relation avec eux, quoi. Et est-ce que vous croisez d'autres données collectées avec d'autres données sur la consommation sur d'autres éléments ou pas ou... Alors, on va croiser à peu près cette data avec l'ensemble de nos process métiers. C'est aussi ce que vous évoquiez. Ouais. Sur la dimension commerciale, notre site notamment est un moyen effectivement de fluidifier et de rendre effectivement plus accessible nos données à nos clients. On travaille aussi sur la dématérialisation de la relation commerciale à travers le punch-out, qui est en fait la mise en relation de notre univers avec celui de nos clients. Et là, on dématérialise de la commande à la facture. Donc, on gagne en fiabilité, en rapidité, que ce soit effectivement sur le paiement, mais de manière plus générale. Sur la partie technique, qui est aussi au cœur de notre prestation de service, dématérialisation aussi là de toute la norme, tout ce qui est documents. Et les documents sont nombreux, notices d'utilisation, certificat CE, visite générale périodique. Ça, c'est toutes les contrôles, hein, donc ils sont accessibles en temps réel pour nos clients directement dans le matériel et pour nos équipiers aussi, et notamment nos techniciens d'intervention. Et puis on est de plus en plus utilisateur d'applications. On a notamment sur l'application de nos techniciens une application qui s'appelle Apizzi, qui fait un peu écho à ce que vous disiez, qui nous permet en fait à travers le smartphone de notre client finalement de visualiser notre matériel et de pouvoir apporter les premières solutions ou de faire le diagnostic pour rentabiliser effectivement derrière et optimiser le temps de nos techniciens. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, c'est plus l'usage ou la manipulation de ces matériels qui pose aujourd'hui, qui suscite l'appel de nos clients, que réellement une panne matérielle. Donc on sait que là, on doit aussi travailler dans l'appropriation et dans la mise en main de nos matériels avec nos clients pour que finalement ils arrivent à passer ces premières étapes, quoi. Et puis sur la partie transport, qui est aussi une partie importante, hein, sur une région comme la nôtre, on a pratiquement 70 conducteurs qui tournent tous les jours, qui tournent en 2/8, donc une grosse flotte. Et là, aussi, hein, dématérialisation de tout le process. Le matin, à la prise de poste, nos conducteurs récupèrent par leur smartphone leur tournée qui est là préparée en amont, hein, donc et puis on retrouve effectivement là des SMS qui sont envoyés à nos clients pour les prévenir de la livraison ou d'un éventuel aléa. Les bons de livraison, les bons de reprise sont aussi dématérialisés. Les photos, on en parlait aussi tout à l'heure, qui est un élément important en cas effectivement de litige. Donc là aussi sont envoyés. En fait, on a toute cette masse documentaire et puis le côté aussi géolocalisation, ce qui nous permet d'être très réactifs puisqu'on sait toujours où sont nos conducteurs et en cas d'aléa ou en cas de commande urgente ou de reprise urgente, eh bien on est capable d'aller les solliciter très vite et d'optimiser leur temps et forcément effectivement tout ce qui tourne autour. Alors, un sujet aussi, on n'en a pas parlé, mais ça vous concerne peut-être tous, c'est l'intelligence artificielle. On parlait tout à l'heure d'algorithmes pour les différentes données traitées et analysées. Est-ce que l'intelligence artificielle, Annick, peut-être un mot aussi sur cette technologie, est-ce que vous y travaillez ? Oui, complètement. En fait, on travaille sur des modèles qui vont aider à la maintenance prédictive, en fait, puisqu'on parle depuis des années de maintenance prédictive. Effectivement, on va collecter toutes les données d'information moteur, mais là, on va un peu plus loin puisque on appartient au groupe Bridgestone et en l'occurrence, on travaille sur ce qu'on appelle le wear model. Donc, en l'occurrence, être capable de déterminer l'usage d'un pneumatique en fonction des routes qui sont empruntées et ainsi, en fait, de prévoir un remplacement plus rapide ou au bon moment pour éviter évidemment des crevaisons, mais en dehors de ça aussi améliorer la consommation carburant puisque le pneumatique influe énormément sur ce sujet-là. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Après, on a de l'intelligence artificielle sur des caméras embarquées. Enfin, l'intelligence artificielle commence à s'intégrer un petit peu partout en fait, effectivement pour améliorer aussi nos algorithmes. Chez MCS également ?
Alors oui, chez MCS, en fait, nous travaillons beaucoup sur des laboratoires autour nous on appelle ça la AI en Ouais. anglais, intelligence artificielle, qui nous permet en fait de faire des modules tests pour voir comment ça réagit. Alors, l'intelligence artificielle, on en est aux prémices et on voit déjà que beaucoup de médias parlent de cet outil comme un outil qui peut très vite nous dépasser. Voilà, ChatGPT, on en parle dans les médias et c'est aussi les risques qui font que c'est quelque chose de nouveau qu'on doit maîtriser. Donc c'est pour ça que ça reste encore à l'état du laboratoire avant de commercialiser complètement auprès de nos clients. Donc il faut d'abord comprendre avant de maîtriser la solution. Donc voilà, il y a énormément de possibilités que ça offre. Donc ça donne de belles perspectives pour l'avenir. Et si vous me réinvitez en 2030, on pourra en parler et on verra ce qu'on maîtrise d'ici là. On parlait de pneumatique tout à l'heure, ça c'est un élément aussi important d'analyse par rapport à l'empreinte carbone. Effectivement, en fait, toutes les données maintenant sont importantes puisqu'effectivement, une machine, un engin bien entretenu et notamment cette partie pneumatique sont essentielles dans la consommation carburant. Est-ce qu'il existe une plateforme qui concatènerait l'ensemble des données d'un loueur, par exemple, sur toute la flotte? Ou est-ce que c'est vraiment après chacun aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme unique où vous venez, vous pluguez? On l'a fait. Chez MCS, en fait, on a fait ce qu'on appelle le portail télématique. Oui. Qui recoupe en fait toutes les différentes fonctions comme Webfleet, TrackUnit, etc. ou même des données qui peuvent être sur vos machines. Souvent, les clients nous disent, bah ouais, mais moi, je perds du temps parce que j'ai 15 fournisseurs différents et je dois aller checker les 15 fournisseurs différents. Donc nous, le portail télématique, justement, fait ce filtre pour avoir un seul et même écran qui va pouvoir concaténer, justement, et le terme, l'ensemble des données sur un seul et même support. Donc une seule interface logicielle. Voilà. Pas chez nous, c'est pas le choix qu'on a fait. Oui. Ce qu'on a fait comme choix, c'est de se dire que l'ensemble de nos clients ont différentes plateformes déjà préexistantes qui vont parfois jusqu'à des logiciels de traitement de la paie, des chauffeurs. Donc notre choix, ça a plutôt été de travailler sur une grande richesse de notre API pour pouvoir permettre aux clients de définir quelles données l'intéressent et où les déverser. Oui. Donc on ouvre une clé API chez nos clients et ils viennent chercher ce qu'ils souhaitent. Donc voilà, vous pourriez avoir la clé sur votre logiciel de gestion. Ils l'ont, je pense. Et vous l'avez peut-être déjà. Donc oui, parce que nous, en fait, c'est pour nous une formidable opportunité aussi d'enrichir notre offre et d'être différenciant, que de pouvoir proposer à nos clients au-delà du bon matériel et au-delà du bon usage de ce matériel, un certain nombre de données qui au quotidien peut lui être utile pour augmenter ses performances et sa satisfaction. C'est un vrai enjeu. Ouais, donc Alors, on le voit sur les véhicules du public, du grand public, le partage, l'autopartage. Est-ce que le partage du matériel, c'est quelque chose qui est envisagé, notamment peut-être chez Kiloutou, en sachant que ça permettrait de faire des économies substantielles d'énergie? Oui, nouvelle application, donc nouveaux usages. Donc là, on est en train de tester effectivement une application qui s'appelle Use, qui a pour vocation effectivement à partager sur un même chantier un matériel. Là, à travers un cadre légal très défini, puisqu'il y a des enjeux effectivement à ce niveau-là. Et à travers cette application, plusieurs entreprises peuvent venir utiliser le même matériel, créer un programme de planification en disant tel jour à telle heure, moi pendant telle durée, je vais avoir besoin de ce matériel. Et puis derrière, effectivement, la responsabilité s'applique à ce moment-là et la facturation va aussi effectivement être à ce moment-là à la consommation. Donc on est vraiment là dans l'ère du partage et ça existe aujourd'hui quoi. Donc on est en plein test de cette application. Alors, peut-être une question à l'ensemble de la table pour terminer. L'empreinte carbone qui passe par nos réseaux, par nos tuyaux, c'est de la data. Est-ce qu'elle n'est pas trop consommatrice? Parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse la bascule, en fait, et que finalement, ça desserve la cause. Alors après, c'est peut-être de la data peut-être légère, d'ailleurs. Sur cette question, en fait, c'est simple à comprendre. Aujourd'hui, on essaye à tous à notre niveau de décarboner au maximum. Alors, forcément, il faut des outils pour ça, que ce soit aujourd'hui des outils comme le papier, l'encre, etc. Donc, aujourd'hui, si on fait un ratio, c'est de 1 à 10 en termes de décarbonation. Donc, on est plutôt sur la bonne voie. Maintenant, le zéro émission de carbone,
C'est zéro Alors, vous me consommation. réinviterez en 2050. Non, mais ça s'appelle la sursobriété. Voilà, donc on est, je pense, la France fait des efforts aujourd'hui et les entreprises, et je pense qu'aujourd'hui en France, on est plutôt une Mobilisé. bonne élève. Quand on regarde sur le marché mondial, il y a certains d'autres élèves. Je vais pas citer les noms, je vais me fâcher avec personne, mais voilà, en France, on a plutôt un bon élève. On est plutôt dans les temps en termes de décarbonation. Il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, vous l'avez dit justement. Et on essaye aujourd'hui de faire le maximum à notre niveau. Mais c'est vrai qu'en termes de comparaison par rapport à ce que consomment nos serveurs et ce que ça peut engendrer en termes de CO2, c'est quantité négligeable par rapport à ce qu'on faisait avant, il y a 30 ans, 50 ans ou même 10 ans en arrière. Donc on est sur la bonne voie, je pense qu'on doit continuer dans cette voie. Merci Morane. Est-ce que... Non, Oui, je Xavier. partage la data. Ouais. La data, nous, on essaye d'être au plus sobre possible. En fait, la raison aussi, c'est qu'on vend des machines dans le monde entier et qu'on est obligé d'être capable d'être compatible avec tous les standards de tous les pays. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué dès qu'on parle de beaucoup de données. Autant en France, il n'y a pas de grosses difficultés, mais dès qu'on a une offre globale, c'est pas gérable. Donc, de toute façon, on est obligé de rester sobre. Sauf dans le cadre des expérimentations où on identifie des nouveaux usages. Et là, c'est là où on met le paquet. Mais ensuite, après, l'idée, c'est de revenir sur des choses qui soient on va dire un peu lean et qu'on puisse appliquer à toute notre gamme en fait. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci, Merci à vous. Marion. Merci Bon à après-midi. tous. Merci. Et moi, je vous retrouve à 16h pour la dernière table ronde de cette journée et on parlera batterie et énergie propre sur les chantiers. À très vite.